Quand j'avais 11 ans, des filles sont venues vivre dans ma tête. Mes premières hallucinations prenaient la forme de paroles abusives prononcées avec la voix de mon grand-père depuis mon épaule droite. Inutile. Bon à rien. Tue-toi. J'avais aussi d'autres voix que je distinguais grâce aux couleurs. Mon grand-père parlait en jaune et noir tandis qu'une voix qui ressemblait à la mienne parlait en bleu clair et que le vrai moi était bleu-vert. Avec le recul, le bleu clair était probablement le pire parce qu'il aimait être d'accord avec mon grand-père et comme il utilisait ma voix, il paraissait beaucoup plus crédible. J'ai aussi eu une seule hallucination visuelle complète. À ce moment-là, j'ai complètement perdu le contact avec la réalité et j'ai cru avoir tué 2 de mes amis. Je me suis réveillé quand c'était terminé et j'étais persuadé que je l'avais fait. Je suis retourné pour voir si je pouvais aider et je les ai trouvés en parfaite santé. Dans mon affrontement le plus récent avec la maladie, je n'ai eu que des sons. Des sifflements. Des bourdonnements. Des cliquetis. Parfois je vois une silhouette dans ma vision périphérique qui disparaît dès que je regarde vraiment. Je me rappelle très clairement la première fois où la voix de mon grand-père s'est glissée derrière mon épaule droite. Je me tenais simplement debout dans ma chambre et j'ai entendu ce mot inutile prononcé comme si quelqu'un se penchait vers moi. J'ai senti un frisson dans le dos parce que j'étais certain que je n'étais pas seul. Quand les mots suivants sont arrivés, ils avaient la même force que si quelqu'un me parlait tout près du visage. Je ne voyais rien mais la présence était plus solide que l'air lui-même. Les couleurs me venaient naturellement pour identifier chaque voix. Le jaune et le noir se mélangeaient autour de celle qui imitait mon grand-père et c'était comme une ombre qui bouge dans un coin de pièce sans jamais se montrer complètement. La voix bleu clair était encore plus troublante. Elle me parlait avec mon propre ton comme si elle utilisait ma bouche mais en dehors de mon corps. Elle répondait à la voix jaune et noire avec une assurance qui me coupait la parole avant même que je pense quelque chose. Quand elle disait qu'elle était d'accord, je sentais que ma pensée se divisait en 2. Je savais que ce n'était pas moi mais j'avais l'impression que c'était une version plus convaincante de moi-même. Le bleu-vert qui représentait la part de moi encore ancrée essayait de parler mais il était souvent noyé dans leurs échanges. Je n'oublierai jamais l'hallucination visuelle complète. Tout s'était effacé autour de moi comme si je marchais dans un rêve sans comprendre où je me trouvais. Je voyais 2 de mes amis. Leur corps était étendu au sol et je pensais avoir commis quelque chose d'irréparable. Mon cerveau avait construit une scène que je croyais réelle. Quand je suis sorti de cet état, je tremblais et je respirais comme si j'avais couru longtemps. Je suis revenu vers l'endroit où je pensais avoir tout détruit et je les ai vus vivants. Ils discutaient tranquillement et ne se doutaient de rien. Je me suis senti comme si je m'étais réveillé d'un cauchemar qui s'était mêlé à la vie. Dans la période récente, les voix ne viennent plus de la même manière. J'entends surtout des sons étranges. Un sifflement qui apparaît sans raison. Un bourdonnement qui ressemble à celui d'un câble électrique trop tendu. Des cliquetis qui surgissent dans une pièce silencieuse. Quand je marche dans un couloir, je perçois parfois une silhouette sur le côté. Je tourne la tête et il ne reste plus qu'un coin de mur ou une chaise vide. Le mouvement disparaît aussitôt comme si quelqu'un s'était glissé dans un passage secret invisible. Aussi loin que je me souvienne, mes 3 frères et moi avons toujours été hantés par ces choses que nous appelons des silhouettes. Ce sont essentiellement des ombres sombres en forme d'humains. Nous les voyons généralement dans la pièce de devant de la maison, là où notre chien se trouve la plupart du temps quand il n'est pas dehors ou en train de manger. Notre chien ne réagit jamais d'aucune manière, il regarde simplement par la fenêtre en aboyant de temps en temps quand un autre chien passe. Nous avons toujours parlé à nos parents de nos rencontres avec ces silhouettes, mais eux n'ont jamais vécu quelque chose de similaire, à l'exception de la fois où ma mère a entendu l'ancien piano qui se trouve dans la pièce du devant jouer tout seul. Quand ma grand-mère est morte en 2013, j'ai commencé à les voir partout. J'entendais des chuchotements la nuit, je voyais des éclairs étranges et je sentais même la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Une nuit, je me retournais dans mon lit en essayant de m'endormir. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette au pied de mon lit, sauf que celle-ci était différente des autres. C'était une silhouette lumineuse et blanche.
Je l'ai fixé une seconde avant de refermer les yeux de peur et je n'ai plus osé les rouvrir pour le reste de la nuit. Elles m'ont même suivi jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ma famille et moi étions dans un radeau, descendant un cours d'eau dans une grotte. J'admirais la beauté de la grotte quand tout à coup j'ai senti une main passer ses doigts dans mes cheveux. Je me suis tourné vers ma mère, qui était juste à côté de moi dans le radeau, et je lui ai dit d'arrêter de toucher mes cheveux. Mais elle m'a répondu qu'elle ne les touchait pas. C'est là que j'ai vraiment paniqué. Cela ne pouvait pas être mon père car il était de l'autre côté du radeau et cela ne pouvait pas être mes frères car premièrement ils ne feraient jamais quelque chose comme ça et deuxièmement cela ressemblait vraiment à une main d'adulte. Après quelques mois ces rencontres ont cessé. Même si cela s'est passé il y a 2 ans, cela me donne encore des frissons. Ce n'est pas de la peur. C'est du savoir. Tu ne te demandes pas si tes amis complotent pour te tuer. Tu sais que tes amis complotent pour te tuer. Même quand tu comprends que tu es en plein épisode délirant, tu restes persuadé que la pire chose que tu pourrais imaginer est en train de se produire. Rien ne peut chasser cette certitude. Tu t'assois au bord du lit et tu te forces à respirer profondément. Tu répètes que ce n'est pas vrai mais chaque bruit dans le couloir te fait sursauter. Tu entends un murmure et tu es convaincu qu'ils sont en train de se rapprocher. Tu prends ton téléphone et tu tapes un message sans l'envoyer parce que tu ne sais plus si c'est une bonne idée de montrer que tu as compris leur plan. Tu te rappelles de la soirée d'hier et tu revis chaque regard comme s'il cachait une menace. Tu te lèves, tu fais quelques pas dans la pièce et tu imagines déjà la porte qui s'ouvre d'un coup. Tu fermes les yeux et tu te dis que ça passera mais la pensée tourne en boucle et revient toujours plus lourde. J'ai fait une psychose réactive majeure, un épisode isolé qui ressemble beaucoup à la schizophrénie mais de manière temporaire. Les hallucinations étaient probablement parmi les plus intenses que j'ai pu lire en me comparant aux témoignages d'autres personnes en ligne. J'ai eu des hallucinations de commandement à part entière et j'ai été délirant pendant environ 3 jours. Je me suis réveillé à cause d'une sorte de coup de doigt à l'intérieur de mon corps qui m'a littéralement projeté hors du lit. Cela m'a donné une force incroyable. J'ai détruit une table en bois avec mes mains, alors que je suis plutôt mince, puis je l'ai brûlée parce que j'étais convaincu qu'elle était ensorcelée. Je l'avais achetée récemment d'occasion. Il n'y avait pas de voix dans ma tête, seulement des sons que j'interprétais comme des oui ou des non, ce qui faisait que j'étais en conversation permanente avec quelque chose dans mon esprit. Visuellement tout avait l'air irréel, comme un rêve mais en haute définition. Les gens autour de moi semblaient être des graphismes générés par ordinateur dans un super simulateur. Pendant tout ce temps j'étais commandé par quelque chose dans ma tête. Si je ne faisais pas exactement ce que cela me disait, je pensais que c'était Dieu à ce moment-là, je recevais une punition sous forme d'une douleur atroce dans la tête. C'était si intense que je me retrouvais plié en deux, incapable de bouger pendant environ 5 minutes. Comme j'étais complètement délirant, incapable de reconnaître que j'étais malade, je n'ai appelé personne. J'essayais plutôt de coopérer avec ce qui était dans ma tête parce que je voulais éviter ces punitions. Cette chose m'a ordonné de me tuer en retenant ma respiration, ce que j'ai essayé encore et encore, mais apparemment on ne peut pas mourir comme ça. Elle ne m'a pas donné d'autre méthode pour me suicider heureusement, mais elle me disait qu'il y avait quelque chose de bien meilleur qui m'attendait si j'enlevais tout l'oxygène de mon corps. À un moment elle a abandonné cette idée et j'ai commencé à faire des tâches ménagères. Après m'avoir fait faire une série de choses étranges, elle m'avait convaincu que l'eau du robinet était empoisonnée, alors j'ai acheté énormément de bouteilles d'une marque précise qu'elle m'avait indiquée. Ensuite elle a commencé à me guider dehors en me faisant picoter les pieds. Elle me dirigeait pour marcher au milieu de la route et faire signe aux voitures qui passaient. Je voyais les gens faire des têtes de surprise, mais je n'avais aucune idée de pourquoi je faisais ça. À la fin elle m'a forcé à tourner sur moi-même pendant plus d'1 heure jusqu'au coucher du soleil. Une ambulance est arrivée et m'a emmené à l'hôpital. J'étais totalement coopératif et je pensais que tout cela faisait partie du plan de ce qui me contrôlait. Allongé sur le lit d'hôpital, je n'arrêtais pas de tressaillir. Des centaines de personnes que je connaissais me regardaient depuis l'intérieur de ma tête et me faisaient des câlins que je ressentais comme une chaleur dans le ventre.
Il y avait aussi des personnes invisibles que je connaissais qui se tenaient dans la chambre avec moi et me prenaient dans leurs bras. Cela m'a ordonné de sortir de l'hôpital et d'aller au téléphone. Le téléphone a composé un taxi tout seul dès que je l'ai pris. Le taxi m'a ramené chez moi et je l'ai payé, toujours guidé par cette entité intérieure. À la maison, c'était tard dans la nuit et la police est arrivée. Ils m'ont demandé de faire une déclaration expliquant pourquoi j'avais quitté l'hôpital, puis ils sont repartis. Je suppose que c'était pour protéger l'hôpital au cas où je me serais suicidé. On m'a ensuite ordonné d'allumer la chaîne stéréo qui a lancé de la musique automatiquement. Je ne comprends toujours pas comment mes hallucinations ont pu créer quelque chose d'aussi convaincant. Assis là au petit matin, mes pensées étaient si fortes qu'elles me torturaient. À un moment j'ai pensé dans ma tête je n'ai pas demandé ça et tout est devenu silencieux, comme si ma vie avait été arrachée de mon corps. J'ai entendu 100 000 personnes pousser un cri de surprise. Puis mon corps est devenu brûlant en partant du cœur et en se propageant vers l'extérieur comme s'il brûlait dans un feu, accompagné de tremblements dans tout le corps. C'était la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Je me suis levé et j'ai titubé jusqu'à la porte d'entrée de la maison où je vivais seul. J'ai regardé dehors et j'ai eu l'impression que ce que je voyais était la dernière image de ma vie. La prochaine chose que j'ai vue était le sol de mon couloir. J'étais allongé face contre terre avec une bosse sur la tête et j'ai compris que j'avais perdu connaissance. Tout mon corps était encore engourdi donc je ne pense pas que j'étais resté inconscient longtemps. Je me suis relevé et j'ai passé une demi-heure à essayer d'apaiser ce qui se trouvait en moi pour qu'il cesse de me faire du mal. Cela a fini par accepter mais je devais retourner marcher dans la rue. J'ai passé la journée à faire des choses bizarres dans les rues, pieds nus. Cela insistait toujours pour que je sois pieds nus. Un ami m'a aperçu et m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu qu'il fallait aller chercher l'un de mes amis plus âgés. J'étais debout devant mon jardin à regarder dans le vide. Heureusement il a réagi tout de suite et m'a trouvé de l'aide. On m'a emmené chez le médecin et à ce moment-là j'étais totalement délirant, je parlais sans arrêt, répétant souvent la dernière chose que j'avais entendue. Le médecin m'a donné un antipsychotique. Je ne sais pas comment il a su que c'était ce qu'il fallait mais cela a fonctionné en environ une demi-heure. Je vais toujours chez ce médecin et il est vraiment excellent. Je suis retourné à l'hôpital et placé en isolement pendant une semaine au cas où j'aurais essayé de me blesser ou de blesser quelqu'un. J'ai été finalement autorisé à sortir après 2 semaines. Je n'ai rien payé grâce au système de santé australien. On m'a testé pour toutes sortes de troubles mentaux mais ils n'ont rien trouvé. Comme je n'avais absolument aucun antécédent, j'ai été considéré comme parfaitement sain et même pas en besoin de soins psychiatriques. À ce jour, ce qui s'est passé me dépasse complètement. Je ne souffre pas de schizophrénie mais je vis avec une psychose. Je prends mes médicaments mais certains jours ils ne suffisent pas. Ma psychose vient de mon traumatisme, de ma dépression et de mon anxiété et tout ça est devenu de plus en plus difficile à gérer. La plupart du temps je parlerai surtout de ce qui se passe au travail. Je travaille dans un fast-food. Souvent je vois un homme devant la porte ou juste derrière la fenêtre et au lieu de me préparer à l'accueil habituel je reste figé, incapable de bouger. Ça dure seulement quelques instants puis je pars à l'arrière du restaurant pour aller remplir les gobelets. Quand je reviens il a presque toujours disparu comme s'il n'avait jamais été là. Une autre chose qui me pose problème c'est le casque. Il est presque toujours réglé en double sens donc les jours de vent j'entends en permanence ce souffle statique dans mon oreille. Parfois j'entends aussi des voix qui prononcent mon nom ou qui chantent doucement comme si elles passaient juste derrière moi. Je développe maintenant l'histoire sans ajouter de descriptions inutiles. Un soir je sortais de la réserve avec un bras plein de paquets de gobelets quand j'ai aperçu encore une fois cette silhouette immobile près de la vitre. Mon cœur s'est mis à taper si fort que j'avais l'impression que la salle entière vibrait. Je savais que je devais avancer mais mes jambes refusaient de répondre. J'ai fini par reculer jusqu'à la machine à glace et j'ai attendu que la sensation se calme. Quand je suis revenu il n'y avait plus personne et la salle paraissait aussi vide qu'un bâtiment fermé. Je me suis remis au comptoir et je me suis obligé à agir comme si rien n'était arrivé. Un client a passé commande au drive et j'ai mis le casque. Le vent soufflait et la statique remplissait mon oreille dès que la connexion s'est activée.
J'essayais de me concentrer mais j'entendais quelque chose qui murmurait mon prénom dans le souffle métallique, puis une voix s'est mise à fredonner une mélodie que je ne connaissais pas. Je me suis arrêté un moment, je n'ai plus bougé et j'ai senti que mes mains tremblaient, mais je me suis forcé à reprendre la commande comme si le casque n'avait rien dit du tout. Personnellement, j'ai toujours l'impression que quelqu'un me suit. Je ne suis pas capable de marcher une minute d'affilée sans me retourner pour vérifier si quelqu'un me suit. Traverser le train ou le bus pour trouver une place est horrible parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde et se moque de moi. Parfois je suis conscient que ce genre de choses n'est pas réel, mais j'ai quand même peur et parfois je ne sais même plus si c'est réel ou non. J'ai aussi l'impression que tout le monde attend simplement le moment parfait pour me trahir, mais je n'ai aucune idée de quand ni de comment. Beaucoup de stress et d'anxiété s'accumulent quand tu vis ça chaque jour. Quand j'étais jeune, je me faisais du mal pour réduire mon stress en me coupant ou en me brûlant, et aujourd'hui je fume du cannabis. J'ai essayé beaucoup d'antidépresseurs différents et d'autres médicaments du même genre et rien n'a aidé. Pareil pour la thérapie, ça n'a pas aidé même si je suis sur le point d'en commencer une autre. Le cannabis n'est pas parfait, mais selon moi c'est mieux que les antidépresseurs. J'en fume un peu le soir, jamais plus de 0,5 g, ce qui suffit pour que je me sente aillé. Ici en Allemagne on le mélange souvent avec du tabac. Cela m'aide à traverser un peu mieux la journée parce que je sais que j'ai quelque chose qui me rend enthousiaste et ça m'aide à redescendre. Je pense que d'écrire tout ça prendrait un livre entier, un album complet ou un recueil de poèmes. Peut-être que sortir quelques statistiques donne une image plus claire que tout ce que je pourrais expliquer avec des mots. Alors, les statistiques sur la schizophrénie. Taux de chômage de 85%. Taux d'utilisation de nicotine de 80 à 90%. Espérance de vie réduite de 10 à 25 ans. De 20 à 40% feront au moins une tentative de suicide et environ 5% finiront par mourir. 20% finissent par s'en sortir bien au final, quelle que soit la définition de bien. 50% vivent avec un handicap permanent. La schizophrénie est classée comme la 3e condition la plus invalidante, derrière la quadriplégie et la démence et devant la cécité et la paraplégie. Donc oui, en gros c'est un trouble qui détruit une vie. Quand je regarde ces chiffres, j'ai l'impression qu'ils forment une sorte de mur autour de moi. J'imagine un livre dont les pages seraient remplies seulement de pourcentages et pourtant chaque pourcentage représenterait quelqu'un qui respire encore quelque part. Je me demande parfois comment des statistiques peuvent paraître plus vivantes que les souvenirs qu'on porte avec soi. Je pense à la façon dont ces chiffres flottent autour des gens comme une brume invisible. Je me souviens d'une conversation avec quelqu'un qui lisait un article et qui avait dit que la vie était injuste mais qu'il ne se rendait pas compte à quel point. J'avais vu dans son regard qu'il ne comprenait pas que ces données existaient pour de vrai dans le quotidien de millions de personnes. Je me rappelle aussi d'un moment au travail où j'ai pensé à cette espérance de vie réduite. Je rangeais les gobelets et j'ai senti une sorte de poids dans la poitrine. Pas une peur ni une panique, juste une pensée calme. Je me suis dit que ce que j'étais en train de vivre comptait malgré tout, même si les statistiques disaient le contraire. J'ai repris le casque et le vent soufflait encore dans mon oreille. On aurait dit que la mécanique elle-même connaissait déjà tous ces chiffres et qu'elle les répétait dans un souffle sans fin. Plus tard, en rentrant, j'ai repensé à cette phrase qui dit que 20% finissent par faire quelque chose qu'on appelle aller bien. Je me suis demandé si aller bien veut dire vivre sans trembler, ou si c'est simplement continuer à avancer quand la vie devient trop lourde. Peut-être que ce pourcentage cache des gens qui se lèvent chaque matin et qui s'accrochent, même quand la réalité est fragile. Quand je lis que 50% vivent avec une incapacité permanente, je pense au soir où je rentre épuisé alors que la journée n'avait rien d'extraordinaire. Ce chiffre ne dit pas la vérité complète. Il ne raconte pas les efforts, les pensées, les moments où l'on respire profondément pour tenir quelques instants de plus. C'est comme un cycle de peur. Imagine ta plus grande peur et imagine craindre que quoi que tu fasses, quoi que quelqu'un dise, tu saches dans ta tête et dans ton cœur qu'elle va t'atteindre et qu'elle t'atteindra réellement. Maintenant prends cela et imagine ressentir ça chaque jour. Même si tu sais que ça n'arrivera pas, il y a cette sensation insistante,
ce nerf à vif qui te fait croire qu'ils arrivent. J'ai peur que des cannibales viennent me manger lentement. J'ai peur que des sosies remplacent toutes les personnes que j'aime et à cause de ça je vérifie chacun pour être sûr que c'est bien eux. Je vérifie les cicatrices, les marques permanentes, les changements dans la voix. Quand j'avais 14 ans, j'ai vu un homme très grand dehors, juste à côté de la fenêtre de la voiture, dans les bois. Il se tenait là à m'observer, à suivre mes mouvements. Je ne suis pas sorti pendant 1 an. Si ma mère voulait que je le fasse, je faisais une crise de panique. Je n'ai plus jamais ouvert les rideaux de ma chambre depuis. Je n'entends plus de voix, j'ai simplement des pensées étranges et dérangeantes qui ne m'appartiennent pas. Et je sais que ce ne sont pas les miennes parce que je les entends avec une voix différente. Parfois une voix d'homme grave, parfois une voix de femme enjouée. J'avais l'impression de vivre dans un monde où l'on m'observait comme dans une sitcom. J'entendais un rire enregistré dans ma tête et aussi à l'extérieur. Je disais des choses idiotes devant lesquelles les gens se retournaient, mais le rire enregistré se faisait entendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie et on m'a traité de folle, de bizarre et de chercheuse d'attention parce que j'avais peur. Ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais à qui que ce soit. Tu te sens à la fois engourdi et envahi par les émotions. Tu ne ressens rien et tu ressens tout. Tu as l'impression de devoir constamment surveiller tes arrières et rester en alerte. Cela fait vraiment très mal. Je deviens tellement détaché de la réalité que plus rien ne semble réel. À chaque fois je suis persuadé que personne ne pourra me ramener et que personne autour de moi n'existe vraiment. Je vois des gens qui ne sont pas là et pourtant on parle ensemble comme si tout était normal. J'entends aussi des voix qui n'existent pas, certaines sont douces et me rassurent un instant, d'autres deviennent cruelles et se moquent de moi. Il y en a même une qui hurle des insultes racistes contre chaque personne que je croise et je n'arrive pas à l'arrêter. Pendant ces moments-là, j'entre dans un monde parallèle où tout se mélange. Je peux être assis dans ma chambre et soudain une silhouette apparaît devant moi. Elle me demande pourquoi je refuse de la suivre, puis elle m'entraîne dans une conversation qui dure ce qui me semble être des heures. Parfois je réponds à voix haute sans m'en rendre compte. D'autres fois je me contente de penser très fort pour essayer de comprendre si je parle à quelqu'un ou à rien du tout. Les gens autour de moi s'attendent toujours à ce que je continue ma journée comme si rien ne se passait. Ils me disent de me concentrer ou de me calmer, mais ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne comprennent pas que tout devient tellement intense qu'il devient impossible d'ignorer quoi que ce soit. Je peux me convaincre que le sol respire ou que quelqu'un m'observe depuis un coin sombre. Même si je sais au fond de moi que ça n'a aucun sens, je finis par y croire. Une fois j'ai voulu sortir prendre l'air pour me recentrer. En marchant j'ai vu un vieil homme appuyé contre un mur. Il m'a souri puis il m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu avant de remarquer qu'il n'y avait réellement personne. Les passants me regardaient bizarrement. Les voix ont profité de ce moment pour me répéter que j'étais fou et que personne ne voudrait jamais m'aider. Je suis très conscient que les choses que j'entends et que je vois ne sont pas réelles, mais quand tu entends la même chose en boucle pendant longtemps, cela finit par perturber ta façon de penser. Les voix sont étouffées et murmurent des choses que je n'arrive pas à comprendre, mais parfois elles deviennent si fortes que je ne peux me concentrer sur rien et je me sens détaché de tout. Je me souviens que la première chose que j'ai commencé à entendre était le bruit d'une horloge qui tourne et c'est devenu au point où je surveille constamment l'heure et où j'essaie de comprendre mon environnement pour éviter de faire une crise. Mes hallucinations visuelles ne sont pas aussi graves. J'ai tendance à voir des silhouettes bouger autour de moi ou de petites choses ramper sur moi ou près de moi. Cela s'est tout de même amélioré. Quand j'étais à l'école, c'était parfois si intense que je me mettais à gratter ma peau parce que je pensais que quelque chose était sur moi. Je reste encore paranoïaque quand je vois quelque chose, parce qu'à ce moment-là je commence à croire que cela pourrait être réel et je n'arrive plus à traiter ce qui se passe autour de moi. Et pour ce dernier point, je ne suis même pas sûr que ce soit lié à la schizophrénie. Je pense que oui, mais je ne suis pas totalement certain parce que ça ne ressemble pas aux expériences des autres. Mais je vais quand même en parler. Mon esprit invente des personnes et des scénarios qui ne sont pas réels,
mais je les vois tellement souvent que je finis par croire que ces personnes existent ou que ces situations ont réellement eu lieu. Ce point me pose encore problème parce que je n'arrive jamais à distinguer la réalité de la fiction. J'ai du mal à séparer les deux. Je m'en suis rendu compte quand je racontais des histoires et que les gens me disaient que cela n'était jamais arrivé ou que cette personne n'existait pas. Je suis simplement reconnaissant de ne pas avoir de crise trop violente, mais je comprends les gens qui en ont, parce que j'en ai vécu quelques-unes. Je ne sais même pas si ce que je dis a vraiment du sens maintenant, mais je voulais simplement partager mon expérience. Je ne peux pas voir de sang ni entendre de bruit soudain parce qu'à chaque fois je suis projeté dans un désert brûlant où mon meilleur ami agonise dans mes bras. Je n'ai pourtant jamais fait partie de l'armée et je ne sais même pas qui est cet homme. Mais dans cet endroit je ressens pour lui un attachement si profond que je serais prêt à tout pour le sauver. Je sens son souffle faiblir et je murmure son nom sans comprendre comment je le connais. Au moment où le sable commence à l'engloutir, je reviens brutalement à la réalité avec la sensation que quelque chose en moi est resté là-bas. Je ne supporte pas les bruits soudains comme les alarmes. Dès qu'elles retentissent, tout le monde dans ma tête se met à hurler en même temps. Ils réclament mon attention, ils se disputent, ils me supplient ou m'insultent. Une fois l'un d'eux m'a ordonné de courir parce que quelque chose allait exploser. Je me suis précipité dehors en pleine nuit avant de comprendre que rien ne se passait réellement. Malgré ça, leur voix semblait persuader que j'avais échappé à un danger. Dans ma chambre, les murs semblent parfois s'ouvrir comme si l'ombre prenait une forme vivante. Des mains sombres sortent lentement de ces fissures mouvantes. Elles me tendent les doigts et m'invitent à les suivre. Elles promettent de me soulager de tout ce qui me tourmente. Une nuit, j'ai senti l'une d'elles toucher mon épaule. J'ai fermé les yeux en espérant qu'elle disparaisse, mais elle a glissé vers ma nuque comme si elle voulait m'emmener quelque part où je n'aurais plus besoin de réfléchir. Lizzie est une fillette de 9 ans qui reste immobile dans le coin de ma chambre. Elle ne parle jamais. Elle me fixe sans cligner des yeux. Parfois elle disparaît pendant des jours puis elle revient soudainement comme si elle n'était jamais partie. Une fois je lui ai demandé qui elle attendait. Elle n'a pas répondu mais elle a levé le doigt vers la porte comme si quelqu'un devait entrer. Quand j'ai suivi son regard, j'ai senti une présence derrière moi et j'ai sursauté même si la pièce était vide. À force d'être ballotté entre ces visions et ces voix, je ne sais plus vraiment si les personnes que je connais existent. Je les regarde et je me demande si je suis en train d'inventer leurs souvenirs, leurs sourires, leurs gestes. Parfois je teste discrètement leurs réactions pour vérifier qu'ils sont bien là. Mais même quand ils me répondent, je me demande si je n'imagine pas leur voix. Cette incertitude me suit partout et transforme chaque relation en énigme. Un jour j'ai été persuadé que je pouvais tuer ma fiancée et transporter son âme dans ma tête pour qu'elle vive avec les autres voix. L'idée m'a traversé brutalement comme si elle venait d'un intrus qui se serait glissé dans ma pensée. Je me suis enfermé dans la salle de bain pour lui parler à travers la porte. Je lui ai demandé de rester où elle était parce que j'avais peur de moi-même. Elle a continué à frapper doucement en me demandant ce qui se passait. J'ai compris alors que si je laissais cette idée prendre racine, je ne pourrais plus distinguer ce qui m'appartenait de ce qui venait de ce monde intérieur qui tente sans arrêt de m'avaler. J'ai un trouble schizoaffectif de type bipolaire. Voici à quoi ressemble une journée normale pour moi. Tu entres dans une pièce et tu as soudain la sensation d'être dans un film d'horreur. Une musique horrible et inquiétante résonne en arrière-plan. La pièce s'assombrit. Tu sens la chair de poule envahir tout ton corps. Ton cœur bat si vite que tu crois que tu vas faire une crise cardiaque et mourir. Tu sais qu'ils arrivent. Ils vont apparaître d'une minute à l'autre et te tuer. Mais tu ne peux pas bouger. Tu es paralysé. Les minutes passent, semblant durer des heures. Puis, d'un coup, la lumière redevient normale, la musique s'arrête et la peur disparaît aussitôt quand la réalité te frappe en plein visage. Tu secoues la tête, tu hausses les épaules et tu vas chercher la tasse de café que tu voulais prendre plus tôt. Tu es tranquillement occupé à faire ta vaisselle tard le soir. Tu jettes un regard dehors une seconde. La lune devient soudain énorme, plus grande que la planète. Tu t'arrêtes. La lune se transforme en œil, un énorme œil répugnant qui te fixe.
Il ne cligne pas. Il n'a pas de paupières. Tu ouvres la bouche pour crier mais tout disparaît. Tout redevient comme avant. Tu parles avec ta meilleure amie. Vous passez un bon moment en vous racontant ce qui se passe dans vos vies. Soudain, elle te sourit et t'insulte vivement en te traitant de sale traînée dégoûtante avant de dire qu'elle ne veut plus jamais te revoir. Tu clignes des yeux, complètement perdu. Tu cries quoi? Ta meilleure amie te regarde, encore plus déconcertée que toi. Elle répond: je n'ai rien dit du tout. Tu marches dans la rue. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Tes insécurités augmentent à chaque pas. Tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu entends des chuchotements sur toi. Tu te tournes vers ton partenaire et tu lui expliques que tu veux confronter les gens qui parlent de toi. Ton partenaire te regarde d'un air incertain et te dit: bébé, personne ne parle de toi. Tu fais l'amour avec ton partenaire. Tu es dedans, tu profites du plaisir. Puis tu entends ton partenaire dire: je suis désolé, avec une voix aiguë d'enfant qui te coupe instantanément toute envie. Tu décides de ne rien dire avant la fin. Quand tu lui poses la question après, il manque de tomber du lit tant il est choqué. Il n'a rien dit de tout ça. Tu essaies de dormir et tu fermes enfin les yeux pour la nuit. À peine les yeux clos, tu vois le visage d'un clown à quelques millimètres du tien. Il te sourit de manière menaçante en montrant ses crocs. Tu ouvres aussitôt les yeux. Il n'y a rien. Tu soupires et tu refermes les yeux. Le clown est là, tellement proche que tu peux voir les flammes qui brûlent là où ses pupilles devraient être. Tu rouvres les yeux, énervé que cela continue. Ce n'est qu'après 2 heures à essayer de dormir que le clown finit par disparaître et que tu peux enfin te reposer. Et ce ne sont là que quelques exemples des expériences réelles auxquelles j'ai dû faire face. Ce n'est vraiment pas une plaisanterie. Toutes mes hallucinations sont terrifiantes et j'envie les personnes qui ont des délires de grandeur ou des hallucinations agréables parce qu'au moins les leurs leur procurent quelque chose de plaisant. Mon cerveau semble vouloir me faire vivre un cauchemar alors que je suis éveillé et ensuite me donner de vrais cauchemars en dormant. Je n'ai pratiquement jamais de répit face à ces visions effrayantes. J'ai une paranoïa tellement intense qu'elle me pousse parfois à vouloir réagir violemment contre les gens. C'est comme si chaque regard devenait une menace et chaque geste un avertissement caché. Les voix dans ma tête se mettent alors à tourner autour de moi et elles me disent de me faire du mal ou d'en faire aux autres. Elles insistent, elles argumentent, elles essaient de me convaincre que c'est la seule solution pour retrouver un semblant de contrôle. Je ne souffre pas seulement de schizophrénie et les autres troubles que je porte se réveillent en même temps. Ils se mélangent et se renforcent comme si chacun tirait dans une direction différente jusqu'à ce que je ne sache plus lequel est en train de prendre le dessus. Il y a des jours où j'ai l'impression que mon esprit devient un champ de bataille où chaque pensée doit se frayer un chemin entre des injonctions contradictoires. Depuis que je prends des médicaments, les choses se sont un peu apaisées. Les voix ne disparaissent pas complètement mais elles reculent comme si elles perdaient leur force. Parfois l'une d'elles tente de revenir en me chuchotant une idée dangereuse mais la pensée ne s'installe pas aussi profondément qu'avant. Je peux la repousser en respirant et en me concentrant sur ce qui m'entoure. Je sens encore des poussées de paranoïa mais elles durent moins longtemps et j'arrive à rester ancré dans le moment présent plus facilement. Il y a quelques jours j'étais dans un magasin et j'ai senti la panique monter quand 2 personnes ont commencé à parler derrière moi. Avant j'aurais quitté l'endroit en catastrophe où je me serais mis à imaginer qu'elles complotaient contre moi. Cette fois j'ai serré mes mains et j'ai attendu. La voix la plus insistante m'a murmuré que l'une d'elles me surveillait mais une autre a tenté de me convaincre que tout allait bien. Cela ne m'était jamais arrivé. J'ai suivi cette seconde voix, celle qui semblait vouloir me protéger plutôt que me pousser vers le pire. J'ai réussi à finir mes courses et je suis sorti avec l'impression d'avoir gagné un terrain minuscule mais réel sur ce monde intérieur qui tente de me dévorer. Je ne suis pas encore stable. Je le sens tous les jours. Il suffit parfois d'un souvenir ou d'un bruit pour que tout vacille. Mais il y a maintenant une lumière qui n'existait pas avant. Une lumière fragile mais qui reste allumée même quand le chaos m'entoure. Et dans ces moments-là j'ai l'impression que je peux continuer à avancer malgré la peur et malgré toutes les voix qui essaient encore de m'entraîner ailleurs.
D'après ma propre expérience, j'ai eu des épisodes paranoïaques accompagnés de nombreuses idées délirantes de référence où je croyais que des gens complotaient toutes sortes de choses, positives comme négatives. Je n'ai jamais eu de psychose à part entière, mais ce genre de situation est extrêmement déroutant. J'espère pouvoir t'en donner une image claire, mais garde en tête que je ne suis pas très doué avec les mots et que c'est difficile de décrire ce type d'expérience. Quelqu'un peut faire un petit geste gentil comme m'aider à ramasser mes courses tombées par terre. Je deviens alors paranoïaque et je me dis qu'il fait ça pour me voler ou pour empoisonner ma nourriture ou encore que c'est quelqu'un d'une société secrète qui complote pour m'aider et me faire me sentir mieux. Bien sûr, ma réaction est déjà disproportionnée dans la situation. 1 heure plus tard, les voix se manifestent et me disent qu'il est ami avec mes collègues et qu'ils ont tous organisé cette scène pour voir comment j'allais réagir face à lui. Ensuite, je repense à tout ce que mes collègues m'ont dit et je commence à avoir des pensées paranoïaques et délirantes à ce sujet. Je me mets à croire qu'ils travaillent avec le FBI et qu'ils surveillent chacun de mes gestes ou que l'endroit où je travaille avec eux n'existe que pour me donner un emploi. Voici un petit exemple de la manière dont une seule chose peut prendre des proportions énormes. Quand plusieurs expériences de ce genre se produisent en une journée, tout semble s'entremêler et changer. Je ne sais plus comment réagir ni comment me comporter avec les autres, parce qu'ils sont peut-être en train de m'aider, peut-être en train de comploter pour me tuer ou peut-être qu'ils ne sont que des acteurs dans une sorte de Truman Show. Je commence à remettre en question ce qui est réel et je n'arrive plus à répondre, car dans ma tête toutes ces centaines d'idées et de croyances paranoïaques pourraient être vraies et je ne sais simplement plus distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Quand un épisode touche à sa fin, toutes les idées paranoïaques et les délires deviennent moins fréquents, mais certains ont été tellement forts que je continue d'y croire même si je n'ai aucune preuve que ce soit vrai. Je me sens alors un peu moins confus. C'est comme si une autre personne vivait dans mon esprit. Elle murmure sans arrêt avec une voix rapide mais suffisamment nette pour que je comprenne. La nuit devient presque impossible parce que dès que je ferme les yeux, elle se rapproche et continue de parler comme si elle attendait justement ce moment pour se faire entendre. Les médicaments que je prends ne font qu'affaiblir sa voix. Ils ne l'éteignent pas. Elle reste là, tapie dans le silence, prête à reprendre dès que l'occasion se présente. La seule phrase que je comprends parfaitement est « ils sont là ». Elle revient encore et encore avec la même intensité. Je ne sais pas qui ils sont ni ce que la voix essaie de me prévenir. Parfois je me réveille au milieu de la nuit parce que j'ai cru entendre un mouvement dans le couloir. Je reste immobile et j'écoute. Rien ne se passe vraiment mais la voix chuchote cette phrase comme si elle voyait quelque chose que je ne vois pas encore. Vivre avec ça est difficile surtout quand on vit seul. Le moindre bruit dans l'appartement prend une dimension étrange. Une chaise qui craque devient un signe. Une ombre change de position sur le mur et je me demande si elle est normale ou si quelque chose vient de se glisser dans la pièce. Une fois j'ai entendu un léger frottement contre la fenêtre. Mon cœur s'est serré et la voix a répété « ils sont là » avec une insistance qui m'a donné l'impression qu'elle se tenait juste derrière mon épaule. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait évidemment rien du tout mais la sensation que quelqu'un avait été présent et resté collé à moi durant des heures. Il y a des moments où je lui parle mentalement pour essayer de comprendre ce qu'elle veut. Elle ne répond jamais directement. Elle me laisse juste des impressions. Comme si elle me guidait vers une idée sans vraiment l'expliquer. Une fois j'ai eu l'impression qu'elle voulait me faire quitter l'appartement en pleine nuit. Pas pour me faire du mal mais comme si elle voulait me mettre en sécurité. J'étais assis près de la porte, les chaussures à la main, quand j'ai repris mes esprits et que je me suis demandé où j'allais aller. Je suis resté là un long moment avant de me relever et de retourner dans ma chambre. Ce qui est le plus étrange, c'est que parfois sa présence me paraît familière. Comme si elle était là depuis longtemps. Peut-être depuis l'enfance. Peut-être que je l'ai oubliée et qu'elle s'est réveillée récemment. Je n'en sais rien. Je sais seulement qu'elle existe quelque part dans l'espace entre mes pensées et qu'elle attend je ne sais quoi. J'ai surtout des hallucinations auditives. En général, elles sont très négatives et dévalorisantes. Elles me disent que je suis stupide, inutile, que personne ne m'aime, que tout ce que je fais ne sert à rien.
C'est comme si toutes tes insécurités intérieures te résonnaient dans les oreilles en permanence. C'est très difficile d'avoir une bonne estime de soi dans ces conditions. La plupart du temps, j'entends aussi des voix qui ne sont pas distinctes. Tu sais, comme quand tu entends des gens discuter au loin mais que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils disent. Un simple fond de conversation. Ça m'arrive souvent. J'ai aussi quelque chose d'assez fréquent chez moi mais moins courant chez les autres, des hallucinations olfactives, c'est-à-dire que je sens des choses qui ne sont pas là. En général, c'est de la fumée de cigarette, ce qui me dérange parce que j'ai de mauvais souvenirs liés à des gens qui fumaient. Les autres odeurs fréquentes sont la lavande ou le chocolat. Celle du chocolat se termine toujours en déception. Je le sens et je crois que quelqu'un a fait des brownies et ça m'enthousiasme, mais il n'y a jamais de brownies. Je n'ai pas très souvent d'hallucinations visuelles mais ça arrive parfois. Je vois souvent des silhouettes sombres dans un coin de la pièce et ça me fait toujours peur. Parfois les murs semblent pulser ou tourbillonner. Quand les choses vont vraiment mal, je vois et je sens des insectes ramper sur moi. En général, ça finit avec moi en train de paniquer et de me griffer partout pour essayer de les enlever. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. La première fois que j'ai eu des hallucinations visuelles quand j'étais ado, j'ai vu des bulles arc-en-ciel sortir de mes murs et j'ai cru que le visage du Père Noël se trouvait dans le filet où je gardais mes affaires. À la fin des 46 années trop courtes de mon père, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Les voix dans son esprit l'avaient complètement ravagé. Elles le harcelaient jour et nuit et il semblait se déplacer dans la maison comme quelqu'un qui vit dans un monde différent. Il buvait du nettoyant de sol acheté au magasin du coin parce qu'il croyait que ce liquide purifiait son corps du gaz de la NASA qui, selon lui, était injecté dans sa plomberie pendant la nuit. Quand je le voyais tenir cette bouteille contre sa poitrine comme un médicament salvateur, je sentais un vide immense s'ouvrir en moi. Lorsque son corps a été retrouvé, les enquêteurs ont découvert que les toilettes étaient bouchées avec des pommes de pin. Il les entassait chaque soir pour empêcher les gaz de pénétrer dans la maison. Il disait qu'on essayait de l'asphyxier pendant son sommeil et qu'à chaque fois il se réveillait dans un corps de clone pour recommencer la journée comme si rien ne s'était passé. Il me racontait cela les yeux écarquillés dans un mélange de peur et de certitude, comme quelqu'un qui a vu un secret que personne d'autre ne peut comprendre. Quelques semaines avant sa mort, je lui avais rendu visite. Je l'avais trouvé assis sur le bord de son lit, les mains tremblantes. Il m'avait confié qu'il ne se souvenait plus de son reflet du matin. Il disait que le visage dans le miroir n'était pas toujours le même et qu'il avait l'impression de revenir d'un endroit où quelqu'un avait tenté de le remplacer. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a posé sa main sur la mienne et il m'a chuchoté que les voix lui avaient enfin expliqué pourquoi il se sentait différent chaque jour. Elle lui disait qu'il était réassemblé pièce par pièce pendant la nuit. Il y a eu une nuit où j'ai voulu le convaincre de venir dormir chez moi. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas quitter la maison parce que c'était le seul endroit où il savait comment se protéger. Il m'a montré un sac rempli de pommes de pin soigneusement sélectionnées selon lui parce que certaines avaient une odeur qui repoussait le gaz. Il m'a montré les verrous qu'il ajoutait à ses fenêtres. Puis il m'a demandé si je pouvais entendre, moi aussi, le bourdonnement dans les murs qui annonçait l'arrivée du gaz. Je n'ai entendu que le silence mais lui s'est figé comme si un signal venait d'être donné. Le matin où j'ai appris ce qui lui était arrivé, je me suis retrouvé à penser à toutes les fois où j'aurais pu changer quelque chose. Je me suis demandé si j'aurais pu trouver un moment où sa réelle voix intérieure aurait émergé au milieu des voix qu'il avait dominées. Mais la vérité est que son monde s'était rétréci au point qu'il ne restait plus que ses croyances, ses peurs et cette réalité parallèle dont il ne pouvait plus s'échapper. Je suis schizoaffectif, ce qui signifie que j'ai un trouble de l'humeur en plus de la schizophrénie. Pour moi, ça a commencé doucement. Une seule voix, elle ne me critiquait pas, elle commentait simplement ma vie. Puis mon ami est mort et soudain je me suis retrouvé avec une cacophonie de voix, qui me disait que j'aurais pu faire quelque chose, que j'aurais pu aider, que j'aurais dû faire ci ou ça. Je n'ai pas dormi du tout pendant une semaine parce qu'elle ne se taisait jamais. Ces derniers temps, je n'en ai plus que quelques-unes. Une à la voix indéterminée et une voix masculine. Elles sont en quelque sorte gentilles dans certains cas.
Mes délires incluaient l'idée que j'étais un sauveur, un ange dont le monde avait besoin, ou que des extraterrestres venaient me chercher. Mon frère est schizophrène seulement. Ses délires étaient d'ordre religieux et il avait souvent des obsessions pour une femme en particulier, qui n'était pas sa femme. Le camion qui passait à toute vitesse était pour lui un signe de Dieu lui disant qu'il devait arrêter de pécher. Le plus drôle, c'est que mon frère et moi avons vu une hallucination visuelle similaire, une araignée beaucoup trop grande. Il est vraiment terrifié par l'avenir et honnêtement je ne peux pas lui en vouloir. Il s'appuie sur moi pour trouver du soutien parce que sa femme ne comprend tout simplement pas. Nos parents ne comprennent pas non plus. Ils se blâment, d'ailleurs. La sœur de ma mère souffre aussi de schizophrénie. Impossible de savoir où tout cela nous mènera, mais je me suis déjà vu sans médicaments et c'était terrifiant. Je ne veux plus jamais revenir à ça. En tant que personne qui a été traitée avec succès grâce aux médicaments, je ne remarque presque aucune différence entre ma vie d'aujourd'hui et celle que j'avais avant que tout ne s'effondre. Mais sans les médicaments, chaque instant devenait une épreuve. Je vivais avec la sensation permanente de marcher sur une lame de rasoir entre deux pensées contradictoires. D'un côté, il y avait cette question lancinante et terrifiante: est-ce que ce qu'il disait est vrai? De l'autre, il y avait l'effort désespéré pour me répéter que tout cela n'était qu'un symptôme de mon état. C'était comme vivre dans un débat intérieur qui ne s'arrêtait jamais et où la moindre hésitation pouvait tout faire basculer. Aujourd'hui, je suis relativement accompli pour quelqu'un qui a connu cette maladie. Je suis dans une relation forte et durable avec quelqu'un qui comprend mes fragilités sans me définir par elles. J'ai obtenu un diplôme universitaire et j'ai un poste de comptable fiscaliste qui demande de la rigueur et une concentration constante. Je n'ai pas mis les pieds à l'hôpital depuis ma première admission il y a plus de 6 ans. Parfois je regarde ce parcours et je me demande comment j'ai réussi à rester debout quand j'étais persuadé que le sol allait céder sous moi. Mon premier psychiatre m'a littéralement sauvé la vie en me la rendant. Je me souviens de notre première rencontre. J'étais assis en face de lui, incapable de fixer un point précis parce que tout ce qui m'entourait semblait instable. Il m'a parlé avec une tranquillité qui contrastait avec l'agitation dans ma tête. Il ne m'a jamais traité comme quelqu'un de condamné. Il parlait comme si une route existait déjà et qu'il suffisait de la suivre, même en trébuchant. Quand il m'a proposé un traitement, j'étais terrifié, mais il m'a assuré qu'on n'avancerait pas à pas jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne vraiment. On entend souvent des histoires sombres sur la psychiatrie et sur les effets secondaires des antipsychotiques. On parle rarement des réussites. On parle rarement de ces moments où quelqu'un qui croyait avoir perdu son avenir retrouve la possibilité de vivre normalement. Je fais partie de ces histoires qui ne circulent pas assez. Je suis là pour dire à ceux qui traversent un épisode ou qui vivront leur premier que c'est possible de retrouver une vie stable. C'est difficile. Le chemin est long. Parfois il faut essayer plusieurs traitements avant de trouver celui qui ouvre enfin une fenêtre là où tout était muré. Parfois la différence se joue sur un mélange de persévérance et de chance. J'ai commencé à avoir des hallucinations auditives lors de ma 2e année de fac. Je fumais beaucoup de weed et au début la psychose n'arrivait que quand j'étais défoncé. J'ai continué à fumer et avec le temps j'ai commencé à entendre des choses dans ma tête en permanence. Je me réveillais en entendant des gens me parler. Ces voix connaissaient toutes mes pensées et toutes mes émotions et elles me critiquaient pour tout. Avant de comprendre que j'avais des symptômes de schizophrénie, je pensais que ces voix venaient des gens autour de moi. Être en public me rendait paranoïaque et je restais dans ma chambre le plus longtemps possible presque tous les jours. Les voix ont commencé à me menacer en disant que des choses terribles allaient m'arriver à cause de mes pensées et de mes actions. J'avais tellement peur que j'essayais de me forcer à dormir pour éviter de penser. J'ai passé un moment à l'hôpital et j'ai vu des gens qui avaient des symptômes encore pires que les miens. J'ai compris à quel point la schizophrénie peut être terrible. J'étais constamment sur le qui-vive, essayant de contrôler toutes mes pensées pour que les voix ne se mettent pas à hurler. Puis j'ai commencé à prendre des médicaments et à aller en thérapie. J'ai arrêté de fumer de la weed et je n'ai plus entendu de voix depuis des mois. Une petite chose positive que je retiens de cette expérience est qu'elle m'a rendu meilleur.
Les voix critiquaient tellement mes pensées et mes actions que j'ai changé ma personnalité pour qu'il n'y ait plus rien à critiquer. Je suis devenu moins centré sur moi-même. J'ai appris à apprécier ce que j'ai dans la vie. J'ai aussi adopté une vision plus optimiste, parce que j'ai traversé une période tellement déprimante et effrayante. Je ne souhaiterais la psychose à personne, mais pour ceux qui se battent contre la schizophrénie, prenez le temps de demander de l'aide, écoutez vos médecins, impliquez-vous dans la thérapie et gardez l'espoir que vous irez mieux. Je ne souffre pas de cette maladie mais ma mère oui, du moins c'est ce que je crois. Il y a 7 ans, quand j'avais 12 ans, tout a basculé. Du jour au lendemain elle a sombré et les médecins ont posé un diagnostic de schizophrénie, de délire et de troubles bipolaires maniaques. Elle refusait d'y croire. Sa voix changeait, son comportement devenait imprévisible et les jours semblaient glisser d'un extrême à l'autre. Ma vie entière s'est déchirée sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Je suis resté avec elle un moment pendant qu'elle touchait le fond. Elle passait des nuits entières éveillée à me dire qu'on l'espionnait ou que des gens venaient la chercher. Parfois elle fermait toutes les fenêtres et me demandait de ne pas faire de bruit, comme si la moindre respiration pouvait attirer une présence inconnue. Puis elle est devenue sans abri. Le jour où elle a été emmenée, je me suis retrouvé arraché à elle et placé ailleurs. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de fermer la porte sur ce qu'avait été ma famille. Aujourd'hui elle paraît normale. Elle n'a fait aucune crise depuis des années. Elle parle calmement, elle rit, elle raconte des souvenirs comme si elle les avait conservés intacts. Mais il reste en elle une inquiétude persistante qui ne disparaît jamais complètement. Quand on discute elle me demande toujours d'éteindre mon téléphone. Elle dit que certaines ondes perturbent nos conversations. Je le fais pour éviter qu'elle ne se braque mais je sens une tension dans sa voix lorsque je tarde à obéir. Il y a des jours où je commence à douter de tout ce qu'on m'a dit. J'essaie de me convaincre qu'elle est malade, mais une part de moi repense à toutes les histoires qu'elle racontait, ces histoires où des choses étranges se produisaient autour d'elle. Je me demande alors si ce n'était pas moi qui étais trop jeune pour comprendre. Je me demande si tout ce que je croyais impossible n'avait peut-être pas une part de vérité. Puis je me rappelle les dossiers, les évaluations, les décisions prises par des gens qui avaient vu l'étendue de sa détresse. Je me rappelle les nuits où je la retrouvais assise sur le sol, persuadée que quelque chose la suivait dans la maison. Elle est toujours dans le déni. Si j'évoque ne serait-ce qu'une allusion à son diagnostic, elle se transforme. Son regard s'assombrit, sa voix monte, son corps se tend. Une fois j'ai vu dans ses yeux une panique si vive qu'elle m'a glacé. Je sais que si j'insiste elle peut devenir violente parce que l'idée même d'être malade la terrifie. Elle n'a jamais pris de médicaments, et elle refuse catégoriquement d'en prendre un jour. Pour elle ce serait admettre qu'elle a perdu la bataille. Il y a quelque temps nous étions assis à une table de café. Elle parlait de choses banales et tout semblait parfaitement normal. Puis elle s'est interrompue d'un coup. Elle a regardé autour d'elle comme si quelqu'un venait de prononcer son nom à voix basse. Elle m'a dit que certaines personnes dans la pièce la surveillaient. Elle n'avait rien fait. Elle buvait juste leur café. Mais elle m'a serré la main d'une manière qui m'a rappelé exactement la personne qu'elle était autrefois, au moment où tout s'était effondré. Je repars souvent en me demandant combien de temps durera cette accalmie. Je l'aime, mais j'ai appris à reconnaître les failles dans son calme. Ce sont des fissures silencieuses qui rappellent que sous la surface il y a encore l'ombre de tout ce qu'elle a traversé. Et je me retrouve toujours à espérer que cela restera enfoui, même si je sais qu'un souffle suffirait pour réveiller l'orage. J'ai été colocataire avec un couple une fois et la femme était schizophrène. Elle était vraiment très délirante. Elle pensait valoir une somme d'argent insensée mais que des gens lui cachaient. Elle pensait aussi être la réincarnation de Sharon Tate ou quelque chose comme ça. Elle croyait également être incroyablement attirante, ce qui n'était plus vraiment le cas. Elle avait été plus jeune et avait encore un joli corps, mais son visage avait beaucoup souffert à cause d'années d'abus de drogue. Parfois elle pensait que son mari complotait pour la tuer et la passer dans une déchiqueteuse à bois. Elle est devenue obsédée par moi et pensait que j'étais son fils, mais aussi que je devais être avec elle sexuellement et que j'étais la réincarnation de Jim Morrison.
Elle a commencé à vraiment essayer de me séduire quand son mari n'était pas là. Elle avait séduit notre ancien colocataire pendant l'absence de son mari et ensuite elle avait raconté à tout le monde que notre ancien colocataire l'avait violée. Quand quelque chose tournait mal, elle le blâmait lui, alors qu'il était parti depuis longtemps. Parfois elle pensait qu'il rôdait pour essayer de l'attraper. Elle croyait sincèrement qu'elle était meilleure que tout le monde en tout. J'ai supplié son mari de lui faire obtenir de l'aide mais il ne croyait pas qu'elle en avait besoin et il croyait la moitié de ses histoires insensées. C'était très triste et frustrant. Après la deuxième fois où je me suis réveillé parce qu'elle essayait de me violer, j'ai commencé à barricader ma porte la nuit. Il n'y avait plus de verrou depuis qu'elle avait défoncé la porte un jour pendant que j'étais au travail. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais qu'elle avait un beau corps parce qu'une fois elle est entrée dans ma chambre avec une pile de courriers au hasard et a dit que c'était des papiers prouvant qu'elle et son mari n'étaient plus mariés, pour qu'elle et moi puissions être ensemble. Ensuite elle a laissé tomber le drap dans lequel elle était enveloppée et s'est retrouvée nue devant moi. J'avais jusque-là repoussé ses avances en disant que je ne serais jamais avec une femme mariée, parce que j'essayais de la repousser en douceur. Toute cette situation m'a donné envie de hurler que j'avais besoin d'un adulte. Ce n'est pas une hallucination unique qui revient. Du moins, pour moi ce n'est pas du tout comme ça. Une chose qui arrive très souvent c'est l'apparition de fissures dans le verre, dans le sol ou dans le bitume. Elles n'existent évidemment pas, mais elles se dessinent devant moi comme si quelque chose menaçait de se briser sous mes pieds. C'est la seule hallucination visuelle que j'ai. La plupart du temps ce sont des voix. Pas des voix étrangères. Elles utilisent ma propre voix, comme si mes pensées se dédoublaient et se mettaient à me parler avec une intention qui n'est pas la mienne. C'est comme quand tu te dis que tu ne dois pas manger un truc que tu désires pourtant énormément. Tu luttes contre toi-même. Sauf que là, c'est avec tout. Chaque geste, chaque décision, chaque seconde devient une discussion intérieure où ma voix me contredit, me hurle dessus ou me prévient de choses absurdes. Il n'y a aucune pause. Aucun espace silencieux. Et avec cette agitation viennent des sensations si fortes qu'elles me traversent avant même que je puisse les comprendre. La peur qui se déverse d'un coup. La panique qui serre la poitrine. La méfiance soudaine envers n'importe qui. La tristesse qui tombe sur moi comme une brusque chute d'eau glacée. En thérapie de groupe, j'ai appris que pour certains les signes sont beaucoup plus subtils. L'un d'entre eux disait entendre des chuchotements dans la pièce voisine alors que personne ne s'y trouvait. Un autre voyait des feuilles bouger du coin de l'œil alors que l'air était immobile. Ces détails minuscules se glissaient dans leur quotidien comme si la réalité hésitait à rester stable autour d'eux. Mais pour d'autres c'est différent. Certains décrivaient quelque chose de plus intense, comme un chaos permanent dans leur tête. L'un parlait d'un parlement taïwanais complet, avec des débats, des disputes et des éclats de voix qui se superposaient sans arrêt. Les images qu'ils voyaient semblaient déformées. Les phrases que les gens leur adressaient arrivaient changées, comme si elles passaient par une traduction défaillante avant d'atteindre leurs oreilles. Parfois un simple mot se transformait et prenait un sens menaçant alors que personne n'avait rien voulu dire de mal. Je me souviens d'une séance où quelqu'un expliquait que les visages qu'il regardait changeaient légèrement. Un sourire semblait trop large ou trop bref. Les yeux prenaient une expression qu'il n'arrivait pas à lire. Il disait que c'était comme si le monde lui parlait dans un langage codé dont il n'avait jamais appris les règles. Il existe en réalité de nombreux types de schizophrénie, le plus connu étant la schizophrénie paranoïde. Ce n'est pas celle que j'ai. J'ai un trouble schizoaffectif, qui est en gros une combinaison de schizophrénie et de troubles bipolaires. Comme ici il est question de schizophrénie, je vais laisser de côté la partie bipolaire, qui est de toute façon plutôt bien contrôlée grâce aux médicaments. La partie schizophrénique de mon trouble schizoaffectif est plus proche de la schizophrénie désorganisée et non de la schizophrénie paranoïde. Avec la schizophrénie désorganisée, au lieu de paranoïa ou d'hallucination, il m'est extrêmement difficile de trouver ou de penser à des mots, de suivre des idées ou de faire le vide dans ma tête. Je ne peux plus lire de livres parce que je n'arrive plus du tout à suivre sans devenir incroyablement frustré. Je perds souvent le fil quand je parle avec des amis ou avec des gens en général,
et j'ai énormément de mal à trouver non seulement le bon mot, mais même à m'approcher du bon concept quand quelque chose m'échappe en pleine conversation. J'ai eu un traitement par électrochoc dans le milieu des années 2000 et il a effacé 95% de mes souvenirs, depuis ma naissance jusqu'à quelques semaines après la dernière séance. Et crois-moi, ça n'aide vraiment pas la schizophrénie désorganisée. En plus du décalage mental, je ne peux plus me souvenir des personnes, des lieux ou des choses, même quand on me montre une photo sur laquelle je suis avec elles. J'ai arrêté de regarder les photos d'avant le CT, les temps d'avant comme je les appelle, parce que la frustration finit souvent en larmes. Je suis sous traitement depuis 1998 si je me souviens bien, et j'ai maintenant un cocktail de médicaments relativement stable depuis au moins 15 ans. Il garde sous contrôle les aspects de type bipolaire et il aide assez correctement pour les symptômes de schizophrénie désorganisée. Mon psychiatre commence à vieillir, cela dit, donc j'espère que trouver un nouveau psychiatre aussi compétent que lui ne sera pas trop difficile. Je souffre de troubles schizoaffectifs et les voix me menacent sans arrêt. Elles me critiquent, m'attaquent, cherchent la moindre faille pour s'y glisser. Parfois elles imitent la voix de ma mère avec une précision troublante, presque parfaite, et essaient de me pousser à faire des choses qui pourraient me blesser. Quand je refuse, elles deviennent plus hostiles. Leur ton change, comme si elles se regroupaient pour trouver une nouvelle manière de m'atteindre. Je vois aussi des choses et tout paraît incroyablement réel. Les silhouettes que je perçois s'approchent toujours avec une intention sombre. Elles ne sourient pas. Elles ne parlent pas. Elles sont juste là, trop présentes, trop définies, comme si elles attendaient que je leur donne de l'importance. Je détourne les yeux mais elles réapparaissent ailleurs, légèrement déplacées, comme si elles jouaient avec ma perception. La paranoïa m'accompagne en permanence. Elle se manifeste sous forme d'un pressentiment lourd, une sorte d'instinct qui me souffle que les médecins complotent contre moi. Une petite voix intérieure me répète que mes médicaments ne sont que des placebos et que mes parents dépensent leur argent pour rien. Elle insiste tellement que je me surprends parfois à envisager d'arrêter mon traitement. Je sais que c'est dangereux mais cette pensée revient comme une ombre qui cherche un endroit où se poser. Quand j'étais à l'hôpital, c'était paradoxalement la seule période où je me sentais un peu en sécurité. J'étais tellement médicamenté que mes journées se déroulaient dans une sorte de brouillard dense. Je n'avais plus la force de réfléchir ni de me lever. Mon corps semblait fonctionner au ralenti, comme si on avait éteint les interrupteurs un à un. Pourtant, malgré cet état presque végétatif, je n'avais pas peur. Pour la première fois depuis des années, la terreur avait cessé de m'accompagner. Les voix continuaient de murmurer mais leurs menaces semblaient s'être éloignées. Elles n'arrivaient plus à me transpercer autant qu'avant. Je me souviens d'une nuit où je me suis réveillé dans la chambre blanche de l'hôpital. Tout était silencieux. Le néon au-dessus de la porte bourdonnait faiblement. Les voix chuchotaient encore, mais elles me semblaient lointaines, comme si quelqu'un avait placé un mur entre elles et moi. Je suis resté allongé à écouter ce silence étrange. Je savais que ce n'était pas la liberté. Ce n'était même pas une amélioration. C'était juste une pause, un moment suspendu où la peur avait été anesthésiée. Chez moi, ça se manifeste surtout par des hallucinations plutôt que par de la paranoïa. Parfois un seul sens est touché, parfois 3 ou 4 en même temps. Je suis devenu assez doué pour composer avec elles, mais les plus soudaines, celles qui impliquent plusieurs sens à la fois, me laissent toujours l'air complètement fou. Quelques expériences marquantes que j'ai eues. En nageant, alors que je ramenais mon bras en arrière pour faire une autre brasse, j'ai vu, accroupi au-dessus de moi au bord de la piscine, une sorte de monstre à la Lovecraft couvert d'yeux. C'était l'une des premières et l'une des plus brutales que j'ai vécues, surtout qu'à l'époque j'apprenais encore à nager et que paniquer en plein milieu de l'eau n'a rien arrangé. Plus récemment, j'en ai eu une qui mêlait l'ouïe, le toucher et la vue. Je voyais des milliers et des milliers de points noirs tomber de l'endroit où les murs rejoignaient le plafond, m'emprisonnant dans la pièce. J'entendais le bruit fort et rapide de leurs pattes, et je sentais comment ils grimpaient sur moi avant de commencer à s'enfouir sous ma peau. La douleur était tellement réelle que j'ai eu la nausée après, même une fois l'hallucination passée. Parfois elles n'ont aucun sens ou sont tout simplement impossibles,
ce qui m'aide à comprendre plus facilement que c'est une hallucination et à l'ignorer. Par exemple cette personne, parfaitement détaillée, que j'ai vue debout la tête en bas au plafond pendant un cours, ou cette personne contre qui je me suis cogné à Whole Foods et qui semblait libérer 7 ou 8 gros papillons de nuit depuis ses vêtements. La personne était probablement réelle, mais j'espère que les papillons ne l'étaient pas. J'ai vécu toutes sortes d'expériences, certaines drôles et d'autres tout droit sorties d'un cauchemar. Mais je m'adapte, j'apprends à repérer des détails pour convaincre mon cerveau que ce n'est pas réel et je me calme quand elle déclenche une crise de panique ou autre chose. C'est une putain d'agonie, à chaque étape de ta vie ça te fera souffrir. Je viens tout juste de commencer un traitement. Il m'a fallu 2 ans pour enfin trouver des médicaments qui fonctionnent vraiment bien. Les effets secondaires ne sont pas si terribles, du moins comparés à ceux d'avant. Bref, je pense que le pire, c'est que ça te pousse à agir d'une manière que personne ne pourra jamais comprendre. Tu finis par croire totalement à des choses qui n'ont aucun sens. Les épisodes paranoïaques sont horribles. Imagine avoir l'impression que tout le monde essaie de te tuer. Je veux dire littéralement. Je sais que cette expression est souvent utilisée à la légère, mais essaie vraiment de l'imaginer une seconde. Tu t'es déjà enfui en pensant que quelqu'un voulait t'attraper. Visualise cette sensation à chaque coin de rue avec chaque personne que tu vois. Cette peur est horrible, mais elle devient 1000 fois pire à cause de la réaction des gens. Mes parents ne comprenaient pas ce que je ressentais. Je pensais que si je parlais des hallucinations ou des conspirations insensées auxquelles je croyais, j'allais mourir. Alors je me cachais quand je commençais à paniquer. J'essayais de tout dissimuler, et mes parents, sans le vouloir, me faisaient paniquer encore plus. La manière dont ça te détruit socialement est l'un des pires aspects pour moi. Cette isolation ne fait que renforcer tes délires, parce que personne n'est là pour te dire que c'est complètement fou. J'étais toujours en état d'alerte à cause de peurs stupides. Quand j'ai enfin commencé à en parler, on m'a accueilli avec beaucoup de résistance et on m'a accusé de mentir. Ça fait vraiment mal de parler de tes problèmes et de recevoir de la haine en retour. La façon dont ça fait tourner ta tête est douloureuse. Rester éveillé toute la nuit à croire que j'étais en danger, tout analyser, réanalyser, entendre des choses qui n'existent pas et être convaincu que c'était réel. Puis il y a ce qu'ils appellent les délires de grandeur, où tu penses être puissant, génial ou surnaturel. Ça te pousse à faire des trucs insensés, souvent extrêmement dangereux, et incroyablement humiliants quand tu y repenses plus tard. Juste une note pour tout le monde. Quand quelqu'un en parle, soyez patient. Ne paniquez pas et acceptez que c'est réel. La schizophrénie n'est pas qu'un truc dans la musique ou dans les films. C'est quelque chose de réel, dans le vrai monde, et ça fait vraiment mal. Je suis sûr que je pourrais expliquer tout ça mieux si je prenais plus de temps, c'est une version assez brouillon parce que je deviens un peu émotif, mais voilà, ça craint vraiment. J'ai entendu des gens dire qu'ils aimeraient être schizophrènes. Oui, je l'ai vraiment entendu. Et c'est la chose la plus insultante que j'ai jamais entendue. Je n'avais pas d'hallucination, mais j'avais des délires. Tu penses avoir découvert quelque chose de très important. Et c'est évident que c'est vrai. Tu es sceptique donc tu analyses soigneusement toutes les preuves à la recherche d'un éventuel biais de ta part ou d'explications alternatives au phénomène que tu as remarqué. Tout s'aligne. Tout colle parfaitement à chaque fois. Pourtant, quand tu en parles aux autres, personne autour de toi ne semble arriver à la même conclusion. Parfois ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi ça s'est produit et que ce n'est pas important. Parfois ils trouvent une explication banale à l'apparition d'un schéma que tu pensais remarquable. Et il t'est difficile de croire que les autres expriment réellement ce qu'ils pensent, parce que ce que tu as observé te paraît tellement évident qu'il semble inconcevable que les gens autour de toi ne le voient pas de la même manière. C'est tellement évident que ça te paraît plus crédible de penser que tout le monde ment quand ils disent ne pas être d'accord avec toi. Il te semble plus probable qu'ils conspirent pour te tromper d'une manière ou d'une autre, parce qu'il doit bien y avoir une raison au fait qu'ils affirment qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Tu pourrais tout ignorer et continuer ta vie, mais ce n'est pas un détail que tu remarques.
Si tout le monde disait que le ciel est vert et que tu le voyais bleu, tu pourrais hausser les épaules et passer à autre chose. Mais ce que les gens autour de toi semblent prétendre ne pas voir est vraiment important. Les chansons à la radio parlent toujours de ce que tu as fait récemment et contiennent des messages voilés. Parfois des menaces. Parfois des rappels que tu es observé en permanence. D'autres fois des demandes d'aide. Les célébrités à la télé ou sur YouTube parlent de toi sans dire ton nom. Tu as peur de dire quelque chose de mauvais ou de faire un faux pas parce que tu es convaincu que ceux qui t'observent te puniront, comme ils le font toujours. Parfois, tu te demandes si tu es fou donc tu désobéis à ceux qui t'observent. Tu vas te promener sans vérifier la radio ou la télé pour voir si c'est autorisé. Ou peut-être que tu décides de révéler à quelqu'un un secret gouvernemental qu'il t'aurait communiqué en te demandant de ne le dire à personne. Ceux qui t'observent se fâchent. Ils passent une chanson dont les paroles disent qu'ils te trouveront et te tueront, suivie de la musique « Seuls les bons meurent jeunes » puis de Jump de Van Halen. Tu te tords l'esprit pour trouver une autre interprétation que celle où ils te promettent de te torturer et de te tuer un jour pour ta désobéissance, et où ton meilleur choix serait de trouver un bâtiment élevé et de sauter. Il ne semble pas exister d'autre façon d'interpréter ces chansons enchaînées dans cet ordre. Le suicide paraît être la seule manière d'éviter une torture inévitable. Tu as toujours l'impression d'être sur le point de tout comprendre. Tu ne sais pas pourquoi autant de gens, y compris des célébrités, ont choisi de t'obséder, ni pourquoi tout le monde autour de toi serait complice et mentirait à propos de ce qu'ils voient. Pourtant tu es toujours tellement proche de comprendre pourquoi tu as été choisi et ce que tout le monde attend de toi. D'une manière ou d'une autre, tu vas sauver le monde. On t'a prévenu de bulles économiques menant bientôt à un effondrement et à une révolution violente. Veulent-ils que tu mènes la révolution ou que tu l'empêches? Quel sens cela aurait de t'enfermer régulièrement en hôpital psychiatrique? Quel sens pour les menaces ou les messages cachés à la vue de tous? Tu es dans une telle incertitude sur certaines choses, et pourtant pour d'autres tu n'as absolument aucun doute. Puis, chez moi, tout disparaît aussi vite que c'est arrivé. Les chansons redeviennent de simples chansons. Les émissions redeviennent de simples émissions. Plus personne ne s'intéresse à toi et encore moins ne cherche à te tuer. Les carnets où tu écrivais tes pensées apparaissent soudain comme un tas de gribouillis incompréhensibles. Tu comprends pourquoi les autres étaient inquiets et pourquoi ils n'arrivaient pas aux mêmes conclusions que toi, parce que maintenant seulement tu vois que tu étais illogique et délirant. Tu te sens en sécurité en sachant que personne ne t'a jamais fait de mal physiquement et que les membres de ta famille qui sont morts sont tous morts de causes naturelles comme les médecins l'avaient dit, pas assassinés. Tu te sens embarrassé par ton absence totale de lucidité et honteux d'avoir accusé les gens autour de toi de mentir et de conspirer contre toi. Tu te sens libre. Plus surveillé. Enfin, tu as retrouvé ta santé mentale. Et pourtant, tu sais que si tu la perds à nouveau, tu seras le dernier à le savoir. Quand j'avais 11 ans, des filles sont venues vivre dans ma tête. Je pensais qu'elles étaient réelles et je ne savais pas que j'entendais des voix. Elles sont devenues mes amies. Quand j'avais 14 ans, toutes les filles avaient disparu sauf une. Dans mon journal de lycée, j'écrivais que les professeurs se transformaient en marionnettes pendant les cours, que les objets rétrécissaient et que je voyais des camarades sans visage. Lors de ma dernière rechute schizophrénique, j'ai vu plusieurs hommes d'ombre vivre dans ma maison, un torse ensanglanté posé sur mon canapé, une jambe coupée sur le sol et des cafards qui grimpaient sur moi. Je repense souvent à l'apparition de ces filles quand j'avais 11 ans. Elles arrivaient comme si elles ouvraient une porte que je ne voyais pas. Je me souviens que je leur parlais tout naturellement. Quand je rentrais de l'école, je leur racontais ma journée avec la certitude qu'elles m'écoutaient. Elles riaient, elles commentaient, elles me tenaient compagnie pendant que je faisais mes devoirs. Je ne me demandais jamais d'où elles venaient parce que pour moi elles faisaient simplement partie de ma vie. À 14 ans, il ne restait plus qu'une seule fille dans ma tête. Je la sentais différente des autres. Elle parlait moins, comme si elle se fatiguait ou qu'elle se dissolvait lentement. Je me souviens d'un soir où je faisais semblant d'écrire une rédaction. J'avais noté dans mon journal que le professeur de sciences n'avait plus de gestes humains. Je le voyais lever les bras comme une marionnette suspendue à des fils invisibles et à chaque mouvement sa tête penchait de manière impossible.
Les objets sur son bureau semblaient rapetisser. Je clignais des yeux mais rien ne changeait. Je notais tout dans mon carnet parce que c'était la seule manière pour moi de comprendre ce que je voyais. Je crois que je pensais que tout le monde vivait des choses semblables sans jamais en parler. Les élèves autour de moi perdaient leur visage dès que je les regardais trop longtemps. Je savais qu'ils me parlaient mais leurs traits glissaient comme de l'eau. Je détournais la tête pour ne pas me perdre dans ce vide. La dernière fille dans ma tête murmurait parfois que tout allait bien mais sa voix était devenue plus faible que le bruit d'un stylo qui tombe. Pendant ma dernière rechute, les ombres ont envahi la maison sans prévenir. Il y en avait une dans le couloir qui restait immobile et j'avais l'impression qu'elle respirait même si je ne voyais pas de poitrine ni de corps solide. Une autre se glissait dans l'embrasure de la porte comme si elle attendait que j'avance vers elle. Je m'asseyais sur le canapé et c'est là que j'ai vu le torse ensanglanté posé contre un coussin. Je savais que je devais bouger mais je restais paralysé. Une jambe coupée reposait sur le sol comme si elle avait été déposée là pour me montrer quelque chose. Des cafards commençaient à ramper sur mes bras. Je les sentais vraiment sur ma peau. Je n'arrivais plus à distinguer ce qui était réel. Je me suis levé d'un coup et j'ai marché dans la pièce en espérant que tout s'effacerait si je bougeais assez vite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.